Bonjour. Et hop là, me v'là. Comment ça va? Comment allons-nous? Je suis crevé, j'ai aucune énergie, je sais pas pourquoi. Alors, voilà, bon, j'ai fait mes tests son, tous mes trucs fonctionnent. C'est miraculeux, ça ne va pas durer. Vous avez peut-être, sûrement même un décalage son, parce que c'est comme ça, c'est la vie, faut s'y faire. Vous avez un décalage son-image, je pense, parce que il y en a toujours un. Ça se régule parfois au bout de 10-15 minutes, voilà. Après, ça dépend de mon réseau, donc je ne sais pas faire grand-chose malheureusement, pour ça et j'en suis bien désolé. Bon, je vais vérifier quand même. Parce que j'ai modifié un peu mon son, toujours pour essayer d'avoir un truc un peu plus correct et du coup, je ne sais pas dans quelle mesure on m'entend bien. Bon, bah, on m'entend pas trop mal. Il me semble que j'ai un son net, clair et tout ça. Voilà, si vous avez quelque chose à relire sur mon son, eh bien, n'hésitez pas. Ouh là, j'ai le PC qui chauffe à crever. Bon, voilà, si mon PC prend feu, vous saurez pourquoi. Alors, donc qu'est-ce qu'on fait ici? J'ai pour habitude de présenter des espèces un peu bizarres, pas trop connues et voilà, avec des capacités un peu spéciales, un peu comme l'ornithorynque mais en moins what the fuck. Donc voilà et voilà et en général, soit je demande au chat ce qu'il en pense, s'il a une espèce dont il a envie de parler ou quoi, soit, j'utilise des commandes que j'ai set up à l'avance, qui me font sortir un sujet aléatoire, voilà, comme ça j'ai une idée du groupe d'espèces, auxquelles je vais m'intéresser, que ce soit les, primates, les oiseaux, d'autres trucs, les félins, les canidés, tout ça. J'ai essayé de faire large dans les groupes que j'ai mis quand même et après je vais mettre de ChatGPT pour essayer de trouver, des espèces qui correspondent sans avoir à passer 8 jours sur internet à taper des mots clés un peu au pif. Ça me permet d'aller un peu plus droit au but. Même si ChatGPT est un outil un peu défaillant, là pour cet aspect-là, ça marche quand même pas trop mal. Enfin, il faut toujours repasser derrière lui et une fois sur 2 il dit des conneries, mais l'important c'est surtout qu'il me file le nom d'une espèce, quoi et ça marche pas trop mal. J'ai un système d'alerte, d'alerte de son. Ouh là, ça bro? Ah mais non, c'est pour ça. OK, donc j'ai ouh là, j'ai un système d'alerte son, qui reprend un maximum, dans la mesure du possible, des cris d'espèces qui sont passés en live. Donc, par exemple, si vous aviez envie de jouer le chat de palace, le son du miaou du chat de palace ou, celui du chat qui est passé hier, le chat, aux pattes noires d'Afrique ou, le miaulement de mon chat, voilà, c'est dans le chat. Si vous êtes sur smartphone, vous avez juste à aller dans les en haut à droite du chat, normalement, il y a des icônes, des trucs. Et si vous êtes sur PC, alors il y a moyen d'y aller d'accéder par la page d'accueil et sinon je ne sais pas comment on fait. J'ai cherché, j'ai pas trouvé, comment ça marche sur PC. L'essentiel des trucs est disponible par, la page d'accueil, mais j'ai pas encore tout compris comment les intégrations fonctionnent. Bref, voilà, heu, j'ai une chaîne YouTube de VOD parce que, j'ai fait pas assez de vues pour pouvoir, garder mes VOD sur Twitch. Donc si vous voulez voir, les autres épisodes, sachez qu'on en est au 16e aujourd'hui, il me semble, heu et que je fais 1 à 2 espèces par jour. Enfin par jour. En général, je stream plus ou moins tous les 2 jours, mais ça varie un peu et c'est généralement début après-midi, jusque dans le soir, quoi. Voilà et oui, donc j'essaye d'en faire environ de faire 1 à 2 espèces, ou groupes d'espèces, un ou 2 sujets, on va dire, par, par live.
des lives qui souvent s'éternisent dans les entre 2 et 4 heures, finalement, parce que je dérive en permanence, je parle d'autres trucs, de plein d'autres trucs, parce que j'aime bien la biologie, j'aime bien la vie, heu, plus d'un aspect scientifique qu'autre chose. J'avoue que les insectes, ça me passionne pas plus que ça et du coup, je dérive souvent en parlant de plein de trucs, des con j'ai aucun bagage derrière moi, mais j'ai des connaissances, on va dire et du coup, ça m'arrive souvent de me plaindre, de certains trucs, ou de parler juste de manière plus libre, d'autres. Donc voilà. Quand on fait des recherches sur les espèces, qu'est-ce que je fais? Je fais un petit bilan, on va dire, hein. Je regarde un peu ce que c'est l'espèce, où elle vit, pourquoi c'est bizarre, tout ça et je fais toujours un petit point qui souvent dure un moment, parce que je m'énerve, sur la conservation. Voilà. Heu, Fatalement, comme je parle de bébêtes un peu bizarres et surtout peu connues, voilà, souvent ça se passe pas super bien, d'un point de vue conservation. Donc voilà, c'est ça. Et donc oui, j'ai rajouté des alertes. J'ai rajouté l'alerte du petit chat de la fois dernière, hier, qui, qui est un chat, hem, ouais, c'est un chat qui vit dans le désert, en Afrique, enfin dans des régions très, très chaudes où il y a pas beaucoup de flotte. Et on a vu qu'il était, capable de très bien tanker, qu'il avait des grandes oreilles pour, un peu comme le fennec, mais pas aussi exagéré, pour pouvoir mieux, gérer la chaleur. D'ailleurs, c'est en partie pour ça que le fennec a des oreilles aussi, longues et 2-3 optimisations comme ça. On a aussi vu que c'était un animal qui se planque dans les terriers, souvent de ses proies. Parce qu'il peut pas créer, enfin il peut pas, je ne sais pas, mais en tout cas il ne creuse pas ses propres trous lui-même parce que c'est un énorme flemmard et heu et il est trop mignon. Voilà, c'est un chat, hein. C'est le plus petit chat, hem, sauvage, d'Afrique, je crois. Je suis plus trop sûr, faudrait que je retourne voir, ma VOD finalement. Bref, donc voilà, j'essaie de faire, pardon, un tour un peu de tout ce qu'il y a, à voir sur les espèces qui passent. Je fais de tout, donc je fais des animaux, des plantes, des champignons parce que ce ne sont ni des animaux ni des plantes. Je fais aussi, des espèces éteintes, voilà. Si vous avez envie de parler d'un truc, eh bien allez-y finalement. Le chat est là pour ça. Et si vous avez un retour à faire sur mon son, n'hésitez pas, parce que je change plus ou moins tout le temps, parce que j'arrive pas à obtenir un résultat qui me convient. Donc voilà, si, vous de votre côté, vous avez un son que vous trouvez qui pue la merde, dites-le moi, je ferai, ce que je peux pour ranger ça. Voilà, heu, puis, ouais. Ah oui, alors j'ai rajouté une extension aujourd'hui, j'ai oublié comment ça s'appelle. C'est une icône de tomate en forme de cœur, c'est pour que vous puissiez me balancer des trucs à la gueule. J'ai trouvé ça marrant. Par contre, toutes les icônes de base de ce truc-là coûte des bits. N'étant pas affilié, je n'ai évidemment pas la possibilité de me servir des bits. Mais je vous ai filé du coup, 2 trucs de ma conception à moi, parce que je suis un grand artiste bien sûr. Non, j'ai fait des pixel art à l'arrache sur d'autres picts et après je les ai transférés sur ce truc-là. J'en ai repris 2 de modèles qui étaient déjà faits d'ailleurs, et voilà, donc si vous voulez me les balancer dans la tronche, normalement ça devrait marcher. Voilà, et hier ou avant-hier, j'ai installé le mur d'émoticônes aussi, le mur d'émotes. Ce qui est une super mauvaise idée parce que mon stream rame déjà, hein, donc voilà, mais écoutez, comme justement il rame déjà, je me dis: «On est plus à ça près», hein. C'est déjà tellement la galère que donc voilà. Et là, je pense avoir fait le tour. Ah oui, là, les trucs que j'ai rajoutés sont gratuits. Il y a rien besoin d'utiliser, évidemment. C'est le but, justement, de pas avoir à passer par les trucs de l'appli, enfin de l'extension, puisqu'on peut pas. Voilà, les sons sont sur Sound Alert sont totalement gratuits, ne nécessitent rien, pas de beats, pas de quoi que ce soit. Pour l'instant, ici, c'est du free only, hein, parce que je peux pas faire autrement de toute façon, mais
mais surtout parce que je trouve ça sympa l'idée qu'on puisse avoir, constamment de l'interaction un peu dans le chat. Donc voilà. Attendez, je modifie un truc. Hop. Je n'ai pas testé ce son à l'avance et je ne sais pas ce que ça va donner quand quelqu'un le déclenchera. Bref. Voilà. Voilà. Bon et ben donc on est prêt? Donc je vais rentrer la sainte commande et Nightbot va me dire qu'on part sur les primates. C'est le 2e, il me semble, depuis le début. Si vous voulez savoir quelles autres espèces sont passées, je vous invite à rentrer la commande point d'exclamation Pokédex en minuscule et sans accent. Vous verrez tous les autres sujets qui sont passés en live. Et donc j'ai dit un primate. Alors il faut que je mette la cam du chat qui pète. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, bah donc cite-moi une espèce. Au secours, je ne sais pas écrire. Cite-moi une espèce de primate. Je vous ai dit que j'étais fatigué aujourd'hui. Qui. Ah oui, très peu connu. Ah oui, une espèce actuelle du coup. Cite-moi une espèce de primate actuelle. Ah oui, l'espèce ou le primate? Je ne sais plus. Je ne sais plus comment on accorde, au secours. Voilà. Une espèce de primate actuelle très peu connue. Non, c'est l'espèce qui est peu connue, donc ouais, non, si, on va rester là-dessus. Et avec des capacités bizarres. Et maintenant, on attend qu'il charge, parce que comme j'ai dit, le réseau ici, c'est voilà, c'est vraiment pas une science sûre. Hein. Donc voilà, là, on va devoir attendre un petit peu qu'il accepte de charger. Puis voilà. Ici. Il est en train, hein, ça vient, ça prend le temps. Donc voilà. J'ai fini, pour ceux qui étaient éventuellement là hier, j'ai fini l'œil. Alors, j'ai montré 2 modèles de pixel art. Il y en a un que j'ai fait qui était en. Comment? Il y en a un que j'ai montré qui était en conception, quoi, et l'autre que j'avais plus ou moins pas abandonné, mais mis de côté parce que ça me faisait chier. Je suis bloqué dessus, donc voilà. Et du coup, au secours, il y a les poils de mon chat sur mon micro. Bah tant pis. Vous pouvez donc voir le modèle que j'ai terminé. Il est là. Ah oui, il faut que je voie la caméra du coup, parce que sinon je ne sais pas ce que je vous montre. Voilà. Si vous voulez voir par vous-même, mon compte Dotpic est référencé sur ma page Twitch. Donc je vous invite à aller voir. Voilà, je fais d'autres trucs. Et ça, c'est l'alerte follow, par exemple. Voilà. Un petit fantôme. Et je fais 2-3 trucs là-dessus. C'est là-dessus aussi que j'ai fait mon fond de celui-là. Voilà, mon fond d'intro. C'est sur Dotpic que j'ai fait ça. Hop. Voilà. C'était très laborieux, très long, mais je suis content du résultat en vrai. Voilà. Voilà, voilà. Puis sinon, j'ai rebossé un peu 2-3 couleurs, les couleurs de ma carte, comment ça s'appelle déjà le truc sur, la carte Wisebot? Voilà, normalement dans le chat toujours, vous avez l'extension qui vous permet de voir la carte de votre compte Twitch et du coup, j'ai fait ça. J'ai refait les couleurs de la mienne et puis voilà. Je vais vérifier le son parce que j'ai l'impression que mon micro est assez loin et c'est peut-être une bonne chose, mais je sais pas, je suis jamais trop sûr en fait. Si, le son m'a l'air bien. Bon, bah voilà.
Je vais essayer de garder cette config-là. Moi, chez moi, j'ai un son pas trop fort, net, sans avoir trop l'effet radio. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais chez moi, ça m'a l'air pas trop mal. Et ChatGPT a planté, bien sûr, évidemment. Ça commence à devenir compliqué, hein. Je sais pas ce qui se passe chez moi, mais le réseau, c'est plus possible, quoi. Ça fait 3-4 jours que c'est... Je peux plus rien faire. Toutes les 10 secondes, j'ai des problèmes, le réseau charge jamais, j'ai Google qui marche pas, bah, c'est chiant. Surtout quand on veut faire des streams où on fait des recherches en live, c'est tout de suite plus compliqué. Donc voilà. Sinon, je vous avais parlé des bouquins que j'ai entamés aussi, je vous ai parlé de certains bouquins que j'avais lus l'autre fois, sur le biomimétisme, sur, l'école des suricates, les fondements de l'éthologie. J'ai commencé celui-là. Un autre gros pavé bien jaune, fluo, comme je vous avais dit, quand c'est jaune fluo, globalement, c'est pas bon signe, hein. Ça vous donne pas envie de le lire. Voilà. Oui, en comme gros plan, ce sera mieux. Hop. Voilà, ce truc-ci, là, je suis pour l'instant à la... Je l'ai commencé hier soir et je l'ai enchaîné ce matin. Je suis à la 42e page, j'en suis nulle part. Mais c'est très sympathique. Déjà, ça m'a appris, attention, trigger warning, ceux qui veulent pas être dégoûtés. Ça parle de parasitisme, hein. Ça parle de parasitisme, sachez-le. Ça parle de qu'est-ce que c'est, comment ça marche, et évidemment, ça en parle d'un point de vue plus scientifique. Ça n'en parle pas comme quelque chose de dégueulasse. Ça en parle comme d'un fait, un état de fait dans la vie qui est extrêmement courant. Voilà. Et donc j'ai appris qu'il existe... Bon, est-ce que vous connaissez le ténia? Voilà. Alors le ténia, ça je savais. Le ténia, c'est un ver intestinal transmissible à l'homme qui peut faire une taille totalement exagérée. Et alors bon, déjà, c'est très impressionnant un ténia chez un humain. Ça l'est encore plus chez les baleines, parce que oui, les baleines peuvent avoir des ténias. Bon, là, je pense que tout le monde s'est barré. Mais on sait jamais, je vais continuer quand même. Donc les baleines ont des ténias. Oui, c'est dégueulasse. Et maintenant, alors je ne sais pas quelles espèces de baleines exactement, mais donc j'ai appris qu'il existait des vers, les polygonopores, un truc comme ça, et les trigonos, je sais plus quoi, qui font plus de 30 mètres. 30 mètres. Voilà. Donc, au secours, ce truc existe. Quelle horreur. Après, ça parle aussi de plein d'autres trucs très sympas. Le saviez-tu? Vous êtes le résultat, plus ou moins une énorme partie de toutes les formes de vie sur Terre sont le résultat de parasitisme, si vous voulez, d'une manière ou d'une autre. Parce que, alors je ne saurais plus vous l'expliquer parce que je n'ai pas tout compris et que je n'ai pas tout retenu, mais les cellules eucaryotes se sont fait parasiter ou ont parasité, je ne sais plus quelle autre cellule. Les cellules prokaryotes et eucaryotes, les cellules ancêtres à la base de... Enfin, les cellules à la base de beaucoup de régimes du vivant aujourd'hui, et surtout qui étaient présentes au début, si vous voulez, leurs ancêtres en tout cas ont fait des trucs, je ne saurais pas vous expliquer dans le détail correctement, mais globalement, il y en a un qui a plus ou moins parasité l'autre. En s'invitant, il y a des éléments de bactéries qui se sont invités dans, je crois que ce sont les cellules eucaryotes, ou alors c'est l'inverse, ce sont d'autres organismes qui se sont invités dans les prokaryotes, qui ne sont généralement pas des organismes développés comme nous. Bref, voilà, là c'est trop compliqué pour moi. Si ça vous intéresse, je vous invite à chercher. Mais c'est plus ou moins ça qui a permis, je crois, la création des cellules eucaryotes, une relation de parasitisme entre d'autres organismes. Vous êtes un amas de cellules eucaryotes, hein, vous êtes eucaryotes, voilà. Donc c'est ça. Donc plus ou moins, une énorme partie de la vie sur Terre aujourd'hui est le résultat d'au moins une hybridation parasitique, de parasites quoi. Bref, et sans même parler de ça, de manière générale, l'égoïsme est extrêmement peu présent par rapport à l'altruisme dans la nature. Ce qui fait que le parasitisme est omniprésent, mais il n'est pas toujours mauvais. On a l'image du genre par exemple le ténia, si je vous dis que vous avez un ténia, vous ne le prenez pas comme une bonne nouvelle. Voilà. Vous vous dites que vous avez un parasite qui va abuser de vous. Généralement, avec le ténia, oui.
mais c'est pas le cas de toutes les relations parasitiques. Il y en a quand même pas mal, qui sont avantageuses pour les 2 côtés, si vous voulez. Là, on part dans des termes beaucoup plus compliqués, le mutualisme, le commensalisme, l'amensalisme, plein de noms très chiants pour définir des relations qui sont absolument pas faciles à définir et qui sont pas absolues. Toute l'observation de ces trucs, de ces cas, de ces relations entre organismes ne dépend que de votre, point de vue, de votre, compréhension de la situation et évidemment, comme on est très influencé par notre propre logique d'être humain, on a parfois un peu de mal à comprendre comment ça peut être intéressant pour un animal ou un individu, quel qu'il soit, de se laisser parasiter par d'autres espèces, mais en fait, c'est souvent très intéressant. Vous êtes vous-même euh, un organisme qui existe par le biais de la coopération d'une énorme quantité d'autres organismes. Votre flore intestinale, par exemple, c'est ça, c'est que des bactéries, enfin pas que d'ailleurs, mais bref, c'est des bactéries, c'est des tas d'organismes qui bossent plus ou moins les uns avec les autres, qui coopèrent, on va dire, volontairement, involontairement, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, ils font des trucs, ils font leur vie dans votre bide, hein. Concrètement, c'est ça, ils font juste leur vie dans votre bide, ils se sont invités il y a longtemps dans le bide de nos ancêtres. Mais sauf que nous, ça nous aide, parce que ça nous aide à digérer les trucs qu'on n'arriverait pas à digérer en temps normal. Par exemple, le lait, voilà, si vous n'avez pas ces bactéries dans le bide, le cacao, c'est terminé, quoi. Donc, merci les bactéries. Donc voilà, et ça c'est plus ou moins partout. Tous les organismes qui grouillent sur votre peau et qui mangent tous les trucs qui pourraient s'inviter dans votre corps ou tous les trucs de votre corps qui ne devraient pas rester là parce que ce sont des matières mortes et qu'elles vont boucher les trous de vos pores, etc. Tous ces trucs-là, voilà, pareil, c'est merci les bactéries. Ça commence à grouiller, hein, mais voilà, vous êtes une énorme collaboration d'organismes qui coopèrent les uns avec les autres. Concrètement, ils font leur vie juste, hein. Ils en ont rien à secouer de vous, mais ils ne sauraient pas vous faire grand-chose. Bon, parfois, ça arrive que, pas trop chez l'être humain, mais il y a des organismes chez qui ça se finit moins bien. Par exemple, prenez les poissons laveurs. J'en parle parce que j'ai fait mon TFH dessus, donc je suis un peu renseigné. Prenez les poissons laveurs, je ne connais plus leur nom. C'est des tout petits poissons qui viennent nettoyer souvent des poissons plus gros, mais pas que, de tout ce qui traîne. Ils viennent les laver, hein, globalement, c'est-à-dire qu'ils viennent les nettoyer des moisissures. Imaginez un poisson qui traîne dans la flotte pendant des années. Souvent, les poissons, ils sortent pas trop de l'eau. Fatalement, oui, le poisson commence à devenir un peu dégueu. Donc voilà, imaginez le poisson vient ronger tout. En fait, c'est comme les trucs. En fait, on s'en sert pour nous aussi, hein, tous les couillons qui font des cures là où ils vont dans des espèces de sauna, de spa, je sais plus quoi, où on leur fait des cures avec des poissons qui leur rongent les peaux mortes, etc. C'est globalement la même idée, hein, c'est pareil. C'est peut-être pas les mêmes poissons, enfin c'est le même processus. Et ça, c'est considérable comme du parasitisme, mais aussi comme du mutualisme. Parce que, à la base, le poisson vient vous bouffer tout ce qui traîne, c'est bien, mais il se trouve que parfois, ce poisson, en fait, c'est son mode d'alimentation principal. Donc quand il trouve rien, il mange ce qu'il y a d'autre. Voilà. Donc, il arrive que ce petit poisson vous grignote l'oreille. Bon, pas vous spécifiquement, mais les poissons qui viennent laver se font parfois grignoter un morceau de l'oreille parce parce qu'ils sont trop propres en fait. Donc, ils se nourrissent autrement. Donc voilà. Donc mutualisme quand ça convient aux deux, parasitisme quand ça convient qu'à un seul. Ça dépend. Et parfois, il y a aussi des relations où les 2 ne savent même pas qu'ils sont en coopération. Je ne sais plus si c'est le commensalisme ou l'amensalisme, mais prenez par exemple des couillons qui veulent aller à la plage. Il y a des plantes qui font tout le parterre des dunes de la plage, et l'être humain veut traverser les dunes pour aller se baigner. Et donc à la fin, les plantes finissent piétiner et crèvent, ce qui est con. Mais sauf que les humains n'étaient même pas au courant qu'ils étaient considérés comme dans une relation égoïste avec la plante. Et ils l'ont quand même piétiné, ils l'ont buté, quoi, pour avoir l'avantage de pouvoir traverser. Donc c'est beaucoup de termes très techniques et très casse-couilles pour définir globalement le parasitisme. Et dans le bouquin, il commence par faire 20 pages sur la nature du parasitisme et en essayant d'expliquer de manière la plus neutre possible le mécanisme pour que les gens comprennent que c'est pas forcément quelque chose de néfaste ou de crade. Et c'est même l'un des concepts élémentaires les plus importants de la vie à l'échelle mondiale. Donc voilà, le parasitisme, c'est pas du tout quelque chose d'isolé et c'est très présent. À mon sens, beaucoup moins que l'altruisme
au sens biologique, donc la coopération, mais quand même, c'est très, très présent. Donc voilà et du coup, je me suis enfilé le début de ce bouquin-là. C'est un truc que j'avais acheté quand je suis allé à l'aquarium, il y a, oh là, un bout de temps, 4 ans? Plus? Un bout de temps et je l'ai jamais ouvert parce que j'étais occupé à lire, à essayer de lire ce truc. Comme je vous ai dit, quand c'est jaune fluo, c'est pas bon signe, hein, c'est que c'est pas facile à lire. Heu, Très sympathique bouquin, mais bon voilà, très compliqué aussi, pas du tout fait pour les lambda quoi, donc et hem et au passage, j'ai dû aussi m'enfiler Le Jeune égoïste de Richard Dawkins, le bouquin blanc qui est par là, ici, là, ici, là, ici, là, non, là, non plutôt là, ici, je vais y arriver, là. Le bleu, c'est pas celui-là, non. Ici, là, voilà, nickel, c'est celui-là. Donc ce bouquin bourré de post-it, parce que j'ai dû faire un travail dessus. Voilà, ce truc. Très sympa, très important pour quiconque s'intéresserait un peu au fonctionnement du monde vivant, même en amateur. Même si on n'a pas de base spécifique derrière, c'est très sympathique. Par contre, v'là la brique, hein, et c'est pas du tout pensé pour être agréable à lire. Voilà, c'est un peu souvent même le problème avec les bouquins de science, je trouve. On n'est pas là pour essayer de vous intéresser à la science, hein. Il y a des bouquins d'éveil, souvent pour les 10 ans et moins. Et puis après, il y a Le Jeune égoïste de Richard Dawkins, quoi. Amuse-toi bien. Ok, super. Donc, bon, voilà, c'est un tout petit peu disproportionné, je pense. Mais voilà, il manque réellement des échelons entre. Et ça, pour moi, c'est la vulgarisation sur YouTube qui s'en est occupée, quoi. Heureusement que j'ai trouvé pas mal de gens qui vulgarisaient tout ce bordel, qui parlent de toutes ces bizarreries du monde vivant, parce que sinon, je pense que j'aurais jamais eu le courage de m'intéresser à tout ça. Et voilà, si vous voulez un autre bouquin beaucoup, beaucoup plus facile pour vous intéresser au parasitisme et à l'entraide dans le monde vivant, je vous conseille ceci. C'est un essai sur, lisez le titre, hein, L'entraide, l'autre loi de la jungle. Ça explique que, et ça c'est vraiment accessible à tout le monde. Ça explique que il n'y a pas autant de notions scientifiques, etc., hein. Ça explique plus le pourquoi du comment de notre perception du vivant, le fait qu'on a un point de vue très ethnocentré sur le vivant, le fait qu'on ne le comprend pas tout le temps. Du coup, on a tendance à se dire qu'il est con ou qu'il est euh, régi par la loi du plus fort, on va dire. C'est vraiment une idée de merde. La loi du plus fort n'est absolument pas la loi qui prévaut dans la nature. C'est plutôt la loi de l'entraide, comme je disais juste avant. Euh, on ne le comprend pas, mais partout où on regarde, on observe de l'entraide entre les organismes, souvent microscopiques, mais pas que. Donc voilà. Partir du principe que la loi de la jungle, la fameuse loi du plus fort, c'est le truc qui définit le vivant, c'est être complètement à côté de la plaque, quoi. C'est ne pas comprendre ce qu'est réellement la vie. Et du coup, c'est pour ça que je trouve que ce bouquin est très intéressant, parce que ça l'explique simplement, sans rentrer dans trop de définitions scientifiques, de notions compliquées. C'est un essai. Donc on n'est vraiment pas sur des termes ultra chiants ou quoi. Et ça fait réfléchir aussi à la crise écologique, toute la partie moins fun. Ça reste très intéressant et c'est nettement plus agréable à lire. Voilà. On n'est pas sur la brique d'informations scientifiques qu'il faut s'avaler. Là, on est vraiment plus sur un bouquin qu'on s'enfile comme ça de temps en temps. Bon, il y a quand même un certain nombre de pages et ça traite quand même, donc environ 400 pages, et ça traite quand même d'un sujet un petit peu, pas compliqué, mais débattu. C'est le principe des essais. Donc, oui, on n'est pas non plus sur une tonne de fun, mais ce n'est pas ennuyeux à lire et ce n'est pas lourd, je trouve. C'est juste qu'il faut fragmenter un peu la lecture, les sessions de lecture, pour éviter d'en avoir plein le cul trop vite. Finalement, c'est pour tout, hein, ça vaut pour tout. Et petit, pratique, compréhensible, bourré de fun facts super intéressants, L'école des suricates, qui contient quand même pas mal de concepts importants pour s'intéresser à l'éthologie, je trouve. L'éthologie, c'est l'étude du comportement entre les espèces, enfin des espèces et entre les espèces. Et c'est très intéressant.
J'en avais déjà parlé 2-3 fois, hein, bah, juste avant de refaire mon décor d'ailleurs. J'en avais déjà parlé pour l'exemple de la culture chez les animaux de manière générale, chez les espèces, même à échelle encore plus large, mais là pour le coup c'était particulièrement chez les chimpanzés. À une époque où, en éthologie, en biologie de manière générale, en zoologie, on avait plutôt tendance à dire, enfin, si quelqu'un osait dire que les animaux avaient de la culture, comme c'était un argument qui était très utilisé pour nous démarquer des autres espèces en disant qu'on était mieux, euh, voilà, fatalement, ça se passait pas super bien. C'était un petit peu prendre un très gros risque que de venir dire que les autres espèces avaient de la culture. On vous prenait pour un très gros con et un incapable. Voilà. Parce on était encore moins dans le vrai que maintenant. Donc voilà. Heureusement, l'éthologie a beaucoup progressé. C'est une discipline qui est encore assez jeune, hein. Donc ça a beaucoup progressé depuis. Il y a beaucoup de conneries qu'on croyait en lesquelles on ne croit plus. Mais il a fallu beaucoup, beaucoup de temps et que beaucoup de gens différents observent de nombreuses fois la même chose pour qu'on finisse par se dire ah oui, peut-être effectivement qu'on n'est pas si différent que ça. Bon, les gens s'acharnent toujours à s'imaginer, même si aujourd'hui il n'y a vraiment presque plus rien pour tracer la différence entre l'homme et le reste du monde animal. Il y a encore des gens qui s'acharnent, je trouve, le commun, l'essentiel des gens ont encore une idée de l'humanité supérieure au reste du monde animal, alors que c'est faux, vous êtes un animal comme les autres, et il n'y a pas de mal. Vous faites partie du monde vivant, excusez-nous. Et il y en a, au-delà de même que que ça les dérange, ça les dégoûte, quoi. Je comprends pas. Enfin, vous êtes un animal, quoi. Et il y a des gens vraiment qui se croient supérieur à un point. C'est surtout, ils se pensent à part, en fait. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai du mal à comprendre. De se penser à ce point à part du monde vivant quand la totalité de notre existence, depuis qu'on est né, repose exclusivement sur ce système du vivant. On dépend du monde vivant, en fait. Donc, on peut pas juste dire, oui, non, je suis différent, je suis mieux. Non, t'es un animal et tu fermes ta gueule. Bref. Donc, bouquin très sympa. Lisez-les, ils sont cool. Et ça donne quelques bases, visiblement pas encore acquises par tout le monde. Alors que il serait quand même temps d'accepter. Enfin, je pense que Charles Darwin avait suffisamment parlé de ça en son temps. Il va falloir accepter, quoi. Il y a des gens qui ne savent même pas qu'on est des primates en tant qu'être humain. Oui, nous sommes des primates. Alors évidemment, il y a des notions d'évolution que je peux comprendre que les gens n'ont pas parce que ça rentre vite dans le détail, qu'il faut les apprendre, qu'il faut les lire, il faut les trouver. Bon, c'est casse-couille. Mais enfin, il y a quand même des bases honnêtes à avoir aujourd'hui. Vous faites partie du monde vivant et voilà, quoi. Et il y a tellement de gens qui n'ont pas ces bases, je comprends pas comment c'est possible. Bref. C'est aussi pour ça un peu que je fais ce que je fais sur Twitch, hein. C'est pour pouvoir partager un peu les informations, rappeler, voilà, il y a beaucoup plus à observer dans le monde vivant que ce qu'on connaît, quoi, que ce à quoi on est habitué. Hop là. Et ce serait un peu dommage de s'arrêter juste à ce qu'on connaît, quoi. C'est la partie qu'on arrive à imaginer, à supporter, si vous voulez, alors que dès qu'on regarde ailleurs, on se dit oula, non, c'est trop différent, je préfère rester dans mon truc. Oui, je comprends, mais en même temps, c'est ça qui rend la vie intéressante, quoi. Ah bah, il me reparle des tarsiers, merde. Bah, le tarsier spectre, on en a déjà parlé, donc je vais pas refaire un épisode dessus. Du coup, j'ai fait presque plus de 2 heures de live sur le tarsier spectre. D'ailleurs, il est dans les alertes de son. Si vous voulez jouer son son, allez-y, c'est gratuit. Donc on en a déjà parlé. Euh... Endémique de machin, en Indonésie, c'est son habitat restreint et son comportement inhabituel. Effectivement. Bon, rien de bien différent de ce que j'ai déjà vu. Encore. On va bien réussir à en trouver un, quand même. Bon, évidemment, ça charge. Excusez-moi, je meurs. Donc voilà, puis sinon sur les bouquins, j'ai fait un peu le tour concernant la zoologie de manière générale. Intéressez-vous à tout ça, c'est super bien. Le poteau de Wimmer, est-ce que j'ai pas fait le poteau? Je pense que si, hein. Décidément, on les enchaîne, hein. Le poteau, où est-ce qu'il est le poteau? Elle est où ma liste?
Heu, merde, ça s'appelle comment? Pastebin. Enfin, si tu écris pas en même temps, on va aller nulle part, hein. Alors, non, vous allez voir par vous-même, comme ça les trucs qu'on a déjà fait. Alors, les listes des espèces redécouvertes. Nous avons toute une chier d'animaux et je le vois pas. Si, là, le poteau, Perodicticus poto. C'est pas le même ici, je pense. C'est Perodicticus poto, donc Wimeri, bon, c'est celui du Wimer. Bon, on l'a déjà vu. Suivant. Moins connu. En espérant qu'il va trouver, parce que enfin, c'est quand même pas les exemples, incongrus qui manquent chez les primates, hein. Le galago des buissons, bah, voilà, ça c'est un nom que je connais pas. Le galago crassicodatus, également appelé galago à queue épaisse. Ce petit primate nocturne est originaire d'Afrique, subsaharienne et est connu pour ses capacités acrobatiques et son comportement social complexe. Ce qui rend le galago des buissons intéressant, c'est son système de communication vocale unique. Il utilise une variété de vocalisations, y compris des cris, des sifflements et des trilles, ça je sais pas ce que c'est, pour communiquer avec ses congénères et marquer son territoire. Certains chercheurs ont même suggéré que les galagos, je sais pas, heu, peuvent produire des sons ultrasoniques inaudibles pour l'oreille humaine, ce qui leur permet de communiquer sur de longues distances et de détecter les proies potentielles. De plus, les galagos des buissons sont des excellents sauteurs et des bons grimpeurs. Ils utilisent leurs longues pattes arrière pour effectuer des sauts impressionnants d'arbre en arbre, et leur queue épaisse et préhensile leur offre une stabilité supplémentaire lorsqu'ils se déplacent dans la canopée forestière. En raison de son comportement vocal complexe et de ses capacités de déplacement agiles, bon, c'est un singe quoi, le galago des buissons est un excellent exemple fascinant de l'adaptation des primates à leur environnement forestier et à leur mode de vie nocturne. Donc on est sur un primate nocturne très doué pour la communication. Galago crassicodatus. On va voir ça. Alors ça c'était la liste, on a vu. Hop. Le Galago crassicodatus. Ah oui. À queue touffue, effectivement, c'est bien celui-là. Il a une grosse queue. Et je cherche. Je cherche une image un peu correcte à vous montrer. Sous licence. Ah, vous faites chier. Merde, hein. Mmh. Là, ça doit être pas mal. Bah, c'est pas mal, mais c'est tout petit. On voit rien. Ça vient, ça vient. C'est sous licence. Nique ta eh bien, tant pis. Ah non, mais en plus, oui, du coup, il y a le filtre, il y a la watermark dessus, donc c'est on va rien voir, quoi. Ah! Alors oui, mais ça, c'est pas le bon, du coup. C'est aussi un Galago, mais c'est pas le bon. Je sais pas ce qu'ils ont les gens à tout le temps mettre des watermarks sur leurs photos, genre pour les gens qui ont pris des photos en professionnel évidemment, je comprends, mais même les couillons qui prennent des photos à l'arrache au pif, ils mettent des watermarks quoi, genre, je sais pas, laissez-nous regarder, il devrait y avoir des institutions quand même qui prennent des photos, des musées ou quoi, qui devraient nous laisser l'accès, à ce genre de truc.
Là, à mon sens, c'est quand même du patrimoine un peu, enfin qui devrait être accessible à tout le monde, quoi. Bon, bah, finalement, tout ce que j'ai, c'est des dessins, quoi. Nickel. Ah, celui-là, c'est peut-être pas mal et il est tout petit. Eh bien, ce sera flou. Je peux difficilement faire autrement. De toute façon, on tombera sûrement sur des images, en faisant des recherches, hein. Souvent les gens sur leur site, quand ils expliquent, montrent les trucs. Ah, mais vous le voyez depuis le début, en fait, je pense. Ah oui. Eh bien, voilà. Hep. On voit rien. Bah, non, on voit rien. Bon, eh bien, tant pis. Voilà. Alors, je vous remets ici et je vais faire des recherches rapidement sur c'est quoi ce truc? Je ne vois rien sur le statut de conservation. Non. Ça a l'air d'être vaguement proche des lémurs, les lémuriens. Animal Diversity Web, en général, c'est plutôt pas mal ça comme, site. Bon, là, vous avez un superbe dessin, tout petit, donc flou lui aussi, j'ai envie de crever. Au secours! Voilà, admirez le dessin flou, il est super. Bon, en vrai, ça va, il est pas si flou que ça, mais putain, quoi. Tu me mets une information visuelle, laisse-moi la regarder, enfin! Alors, habitat dans l'Afrique du Sud et l'Afrique de l'Est, jusqu'au sud du Soudan. D'accord. Description physique. Ils ont une grosse queue, c'est écrit, hein, j'y peux rien. C'est les plus gros galagos qui existent apparemment. Ils sont tout petits. Ah, ils ont, merde, comment ça s'appelle? Un dimorphisme sexuel, c'est quand les 2 sexes d'une espèce n'ont pas la même, morphologie. Alors chez les oiseaux, par exemple, ça permet d'avoir une, enfin ça permet, vous avez une couleur du bec différente chez un mâle ou chez une femelle. Là, c'est ça, sauf que c'est pas la couleur, c'est la taille du couillon. Voilà. Les mâles sont significativement plus larges que les femelles. Bon, ça, on s'en fout un petit peu. La baise, ça se passe comment la baise? Heu, Ils peuvent être monogames ou polygames. Ils sont les 2. Ils choisissent s'ils sont polygames ou monogames selon la densité de la population. Selon s'ils sont énormément, enfin plus ou moins, beh, ils vont choisir. J'imagine que s'ils sont beaucoup, ce sera plutôt polygamie et que s'ils sont moins, ce sera, oui, en fait, même pas, j'en sais rien. Ou alors à l'inverse, ce serait plutôt monogamie s'ils sont pleins parce qu'ils ont pas besoin d'aller se faire chier à rattraper 12 000 personnes en même temps, et qu'ils sont sûrs d'avoir un partenaire pour se reproduire, alors que s'ils sont peu, bah, comme le but c'est de transférer leurs gènes, ils vont peut-être, se taper tout ce qui bouge. Je sais pas. Heu, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre de sympa ici? Ils vivent environ 18 ans en capté bien sûr, en captivité. Heu, voilà. C'est omnivore, ça bouffe de tout. Donc bah, des insectes, des oui, des arthropodes donc voilà, bah, du système omnivore, ça bouffe un peu de tout, donc des piafs, des reptiles, des insectes, on l'a dit.
un peu de tout, des fruits évidemment, voilà, ou des fluides de plantes. Ah, je ne sais pas exactement le détail. Ce sont des prédateurs, bah, logique en même temps s'ils sont omnivores et eux-mêmes sont prédatés, c'est-à-dire qu'ils sont bouffés par des, chouettes, des serpents et d'autres petits, mammifères carnivores. Tu m'étonnes qu'ils restent dans les arbres. Mammifères africains. Oui, un site en français et une belle photo! Bah, c'est la photo de tout à l'heure, mais sauf que celle-là, elle est pas trop floue du coup puisqu'elle est assez grande. Voilà, admirez sa grosse queue touffue et donc c'est un, primate qui vit, heu lien vers fiche IUCN. Bon, c'est le moment triste. Comment il va? Au secours. Ça ne m'aide pas beaucoup. Il est mais ça va! Enfin, c'est non, j'arrête pas de faire en long des discours en long, en large et en travers dans mes lives sur le fait que, quand ils sont, concernés enfin considérés comme, peu, je sais plus ce que c'est exactement le nom officiel du truc. Enfin, globalement, c'est une considération un peu, globalement OSEF, quoi. Ils sont doucement dans la merde, mais OSEF, à notre échelle, pas à la leur. Eux, ils sont doucement dans la merde et ils sont doucement dans la merde, point, hein, mais voilà. Ça va encore. Elle est loin d'être éteinte, mais elle commence à être dans la merde et ouais, j'ai déjà suffisamment expliqué pourquoi c'est une catastrophe, hein, parce que enfin, c'est une catastrophe. Comme je dis justement, c'est pas si mal que ça, mais le problème, c'est que du coup, là, pour l'instant, bah, je viens de vous l'expliquer, en fait, on croirait qu'ils sont au début de la liste, donc on se dit: «Ça va, on a le temps, on va s'occuper d'autre chose». Sauf que non, on s'occupe déjà pas des autres trucs qui pourtant sont des beaucoup plus graves. Prenez le tapir ou le tapir des Andes ou l'antilope saïga, hein, voilà, eux, c'est à peine s'ils ont un programme de conservation. Pareil pour le chat de la fois dernière, il est considéré comme, vulnérable. Vulnérable, c'est ici, voilà, donc il est déjà bien dans la sauce, hein, parce que estin bien sûr, éteint, c'est là, toujours pas, éteint dans la nature, c'est là, donc le stade à surtout pas atteindre, c'est là. Critical endangered, on va dire, c'est vraiment la dernier c'est vraiment c'est les dernières secondes avant de perdre l'espèce, quoi, donc c'est si rien n'a été tenté à ce stade-là, ça vaut même plus la peine, mais essayons quand même, on sait jamais et voilà donc vulnérable, hein, voilà, le chat d'hier a totalement été laissé en vue. Il y a pas de programme de conservation, on sait pas, on n'a pas trop d'informations sur lui, on sait pas trop comment le sauver. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il en chie de partout et qu'il est réparti sur une toute petite partie du territoire de l'Afrique du Sud, et qui sont moins de 10 000 selon des chiffres qui datent d'il y a 20 ans, 22 ans. Donc ça pue, violent et tout le monde s'en fout, voilà, ça c'est pour un animal placé en vulnérable. Imaginez maintenant, pour n'importe quel animal passé plus loin, considérez que c'est foutu. Donc voilà, un animal qui commence doucement à rentrer dans ce schéma, globalement considérer que tous les animaux, toutes les espèces sont dans ce schéma. C'est juste qu'on n'est pas certain on n'a pas suffisamment d'informations pour être sûr de où classer qui, en fait. Donc globalement, on peut partir du principe que toutes les espèces sont légèrement menacées, au minimum, dans les cas les plus heureux, on va dire et beh, comme on les connaît pas pour la plupart, pour ce qui est de les protéger, ça devient compliqué parce que quand on arrive en vue, finalement, bah, on n'a pas beaucoup plus d'informations. On s'est dit qu'on pouvait s'occuper d'autres choses parce que c'était pas encore grave, sauf que là, ça commence à devenir grave, qu'on n'a pas d'informations dessus, qu'on n'a pas communiqué dessus, les gens ne savent pas ce que c'est, et personne va faire du storytelling dessus. L'espèce est pas connue. Donc on va pas faire attention spécialement, à cette espèce-là et l'espèce va passer d'autant plus vite du coup de vue à, endangered et voilà. Donc il faut un maximum que les espèces soient connues dès qu'elles sont introduites dans cette liste, sachant qu'il faut considérer de base qu'elles sont déjà toutes dedans. Donc voilà. Enfin
disons que ça donne une bonne idée, le fait qu'elle soit répertoriée, c'est un soulagement, on se dit: «Ouf, on a une vague idée déjà», plutôt que pas d'idée du tout, c'est bien. Mais sauf que du coup, on sait avec certitude que l'espèce commence à être dans la sauce et c'est très souvent pour les mêmes raisons. Voilà. Bon, la chasse évidemment ça aide pas, mais ce n'est pas la cause que j'ai retrouvée le plus souvent. C'est souvent juste l'impact de l'être humain qui casse les couilles, qui s'installe partout et qui fait gaffe à rien. Voilà. Plus que la chasse finalement. Enfin, c'est la je tombe moins souvent sur la chasse comme cause de la mise en danger de l'espèce que sur l'agriculture, toutes ces productions humaines excessives, et tous les moyens qu'on met en place pour être sûr que ça soit, viable, rentable et qu'on puisse faire du pognon dessus, quoi. Donc bon, pas de problème avec les agriculteurs, mais il y a moyen de faire de l'agriculture de façon alternative sans détruire les sols, sans tuer toutes les espèces qu'il y a dedans et l'agriculture en elle-même, dans la façon qu'on a de la faire aujourd'hui, sans même parler des produits toxiques qu'on utilise, détruit les sols. L'agriculture, c'est tout sauf vert. On pourrait croire, hein, mais non, pas du tout. Voilà, donc enfin, l'agriculture dans les conditions actuelles dans lesquelles c'est pratiqué à l'échelle mondiale. C'est surtout ça le problème. Voilà, on ménage pas les sols, et surtout on détruit les sols, même sans produits toxiques, pour essayer de faire pousser des trucs dessus qui, normalement, en temps normal, ne pousseraient pas. Donc parce que les sols, sont pas faits pour ça. Les sols, ça fait partie de la planète et la vie se développe en conséquence. Donc il y a des plantes qui se développent mieux à certains endroits qu'à d'autres et parfois elles se développent pas à certains endroits. Sauf que nous, on en a rien à foutre. Voilà, on décide il faut faire pousser ces espèces-là ici, alors que, non, c'est pas possible, c'est pas compatible. Oui, mais je m'en fous. Je m'en fous et donc du coup, on se retrouve avec un sol qui finit par produire ce qu'on veut, sauf que ça dure pas longtemps, que ça défonce le sol et oui, bon, si ça faisait que, entre guillemets, «tuer le sol», on va dire, on peut utiliser ce terme-là finalement, ce serait pas si grave. Le problème, c'est que dans le sol vivent toutes les espèces qui en dépendent et ces espèces sur lesquelles reposent les couillons auxquels on s'intéresse ici en live et tout ça. Bref, du coup, c'est un petit peu une catastrophe, de détruire les sols, encore une fois. C'est pas juste un tas de boue qu'on détruit et qu'on rend infertile. C'est pas le seul problème, c'est directement toutes les espèces qui vivent dedans. C'est un petit peu comme si on venait défoncer votre bac à coups de maillet en disant: «Non, mais c'est pas grave, je vais mettre un parterre de fleurs, ça va être joli. Un parterre de fleurs, ça va être joli». Et bah, oui, mais c'était ma maison, quoi. C'est-à-dire que je vivais dedans, j'étais bien et je peux pas tellement aller vivre ailleurs, hein, donc bon. Et maintenant imaginez que votre maison, vous avez mis environ 1 millier d'années à la construire. Voilà, c'est super. Là, je dis un millier, c'est ridicule, hein, ça met beaucoup, beaucoup plus de temps. Je parle de l'adaptation de l'espèce à son environnement, ça prend des millions d'années, des centaines de millions d'années et c'est une course qui est lancée depuis le début de l'histoire de la vie. Voilà et nous, on décide de tout venir casser avec nos gros sabots là parce qu'on en a rien à foutre. Donc voilà, youpi, least concern, c'est bien, c'est aussi une mauvaise nouvelle. Parce que du coup, on a une idée. Autant les espèces qu'on ne connaît pas, parfois, avoir une idée claire dessus, c'est bien, autant parfois non. Ça peut inciter les gens à se dire: «Putain, mais cette espèce est trop classe et on la connaît pas du tout» et éventuellement, ça fait que les gens vont avoir envie de la connaître et de la protéger. Un biais rare, mais ça arrive. Alors que, voilà, ici, les gens vont juste se dire: «Ah, bah, ça va, on a de la marge avec celui-là». Oui, mais on a de la marge par rapport à son extinction. Qu'est-ce que c'est que ce raisonnement, on parle de l'extinction d'une espèce, ça ne peut pas être considéré comme acceptable, même si c'est à un degré léger. Mais sauf qu'ici, on a une échelle, et le fait de le voir représenté sur une échelle de degré de gravité, on se dit que même le premier barreau de l'échelle, c'est pas grave. Si, en fait, c'est le premier barreau de l'échelle, c'est pour dire que c'est chaud pour leur cul. C'est le début de la gravité, en fait. Mais on oublie totalement toutes ces informations, on n'a pas du tout cette façon de considérer le vivant, euh, parce qu'on s'imagine, encore une fois, être trop différent, trop à part du monde vivant que pour s'inquiéter finalement. Je ne parle pas pour tout le monde, mais je parle pour l'essentiel de l'humanité finalement. Les choses ne seraient pas telles qu'elles sont sinon. Il n'y aurait pas autant d'espèces en train de disparaître. Alors c'est effectivement davantage dû à la pollution générée par les riches que par ceux qui ne le sont pas, on est d'accord. C'est quand même un sujet mondial qui concerne toute la population. Toutes les populations, d'ailleurs, vivantes sur Terre. Mais même si une
partie de la population humaine s'intéresse de plus en plus à ce sujet depuis des dizaines d'années, c'est tout sauf suffisant et ça me dégoûte, mais bon. Bref. Alors, on parlait du galago, avec sa grosse queue là. Primate africain de la taille d'un chat ou d'un lapin. Son pelage gris argenté à gris brun sur le. Oui, bon, il est gris brun quoi. Il possède une longue queue touffue plus longue que la tête et le corps. Bah, il a une grosse queue quoi. Ses oreilles sont grandes, minces, rondes et il peut les replier en arrière. Euh, Il a une texture, un toucher laineux, si vous voulez. On dirait qu'on touche de la laine quand on le touche. Il est strictement nocturne. Voilà. Ici, c'est bien, c'est dit, c'est clair. Merci. Parce que les gens ont l'air de. En fait, le problème, c'est qu'il y a des espèces qui n'agissent pas pareil, évidemment, en captivité ou dehors. Et ça complique un peu le truc parce qu'il y a des gens qui disent non, non, mais l'espèce, elle est diurne, c'est-à-dire qu'elle vit de jour. D'autres qui disent bah non, elle vit de nuit, donc elle est nocturne. Et le problème, c'est que sur les photos, comme les espèces captives et non captives ont des comportements différents, bah sur les photos, on voit de tout. Voilà, on voit l'animal parfois dehors en plein milieu de la journée et parfois dehors en plein milieu de la nuit. Comment on fait quand l'animal est censé faire qu'un des deux? Et en plus, parfois, il y en a aussi qui sont très drôles et qui sont crépusculaires. Voilà. C'est-à-dire qu'ils mélangent un petit peu les deux, quoi. Bref. Euh, donc, ça rend le truc un peu compliqué. Là, c'est bien, c'est strictement nocturne. Point. Et ici, on est quand même sur un site qui a l'air de s'intéresser directement à l'animal sauvage. C'est plutôt celui-là qui m'intéresse. Donc, voilà. Considérez qu'il est nocturne et rien d'autre. Voilà. Ce sera beaucoup plus facile. Il est actif toute la nuit. Il est essentiellement arboricole. Il se déplace dans les arbres. Parfois, il se déplace aussi au sol facilement, contrairement aux autres espèces de galagos. Lors de ces déplacements au sol, le galago court à quatre pattes et peut aussi se déplacer par bonds comme un kangourou. Il peut faire des grands sauts. Il passe une bonne partie de son temps dans la végétation dense, dans les nids qu'il construit. En fait, c'est le marsupilami. Voilà. Il vit en groupe de 2 à 6 individus. Ceux-ci sont constitués essentiellement de femelles, de mères et jeunes. Donc des mères, les jeunes, les sœurs, les tantes, etc. Les jeunes mâles sont écartés à la puberté. Ils vont faire un tour dehors. La recherche de nourriture se fait en solitaire. Donc c'est chacun pour sa merde, mais à la fin de la soirée, on se retrouve tous dans la baraque pour bouffer, quoi. Sauf le mâle, parce que le mâle, il n'a pas le droit. Un mâle dominant gravite autour d'un couple de femelles et s'informe régulièrement de leur réceptivité. Une merveilleuse façon de dire qu'il demande régulièrement s'il peut baiser, quoi. Enfin, moi, c'est ce que j'en comprends, mais je me trompe peut-être. Hein. Le primate pousse des cris puissants. Ah oui, c'est vrai qu'il faudrait le mettre dans les sons d'alerte, du coup. J'espère que j'ai trouvé des sons dessus, là. Pousse des cris puissants qui trahissent sa présence. En anglais, les galagos sont appelés bush babies en raison de ces cris qui peuvent rappeler ceux d'un bébé. Le galago à queue épaisse marque son territoire avec des sécrétions de glandes mammaires et de la pisse, bien sûr. Ils déposent de l'urine sur une de leurs mains et se frottent celle-ci contre le pied et déposent ainsi leurs traces olfactives lors de leur déplacement. Ah oui, tiens. C'est vrai qu'en général, quand j'imagine si vous voulez, on imagine même de manière générale la vie comme un produit fini. Quand vous observez un animal, vous dites il est fini, il a fini son évolution, mais il est encore en train d'évoluer et l'évolution c'est constant. Donc si vous voulez, tout n'est finalement qu'un stade transitoire entre la phase qu'il y avait avant et la phase qu'il y aura après, en considérant que tous les changements microscopiques qui se passent dans l'ADN de génération en génération sont considérables comme une seule phase. Le fameux chaînon manquant, tout ça, théorie de merde. Bref. Enfin, théorie de merde, c'est une appellation de merde. Donc voilà. Et du coup, quand on me dit par exemple que l'animal a des glandes, je me dis bah, il se sert de ses glandes d'office. Et en fait, là, il doit littéralement se parfumer les mains avec un truc qui se trouve ailleurs, puis ensuite les répandre. Alors qu'en fait,
Enfin, genre, par exemple, un chat qui pisse partout, vous dites, il a pas essayé de se shampouiner les mains pour aller foutre des traces partout. Juste, il a pissé, il a utilisé l'outil, il a ouvert le tuyau, et puis c'est bon. Et là, il y a toute une série de trucs à faire. C'est pas d'office prêt à l'emploi, si vous voulez. Et ça me paraît peu commun par rapport à ce que j'ai l'habitude de lire sur plus ou moins toutes les espèces en général. J'ai l'impression qu'ils ont des trucs d'office utilisables, quoi. Sans avoir forcément à se compliquer la vie. Je dis pas qu'ils se compliquent la vie, mais genre, c'est pas. Voilà, quoi. C'est pas genre juste, j'ai du poison, je te mords, tu es empoisonné. Là, c'est vraiment, je dois aller frotter mes pattes contre une partie de mes glandes. Après, je dois aller frotter mes trucs ailleurs et enfin, sur mes pieds. Et après, je dois marcher partout pour répandre mon odeur. Il y a toute une réflexion du. C'est compliqué, quoi. Donc, c'est pas pratique en tout cas. Donc, il frotte ses mains avec de l'urine, miam. Et après, il se frotte les pieds avec. Et puis, il marche partout comme ça, il dépose son odeur. Par exemple, les chats, quand ils viennent se frotter contre vous, si vous voulez, ils font pas juste ça pour avoir des câlins. Ils font aussi ça pour répandre leur odeur sur vous. C'est pas votre chat, vous êtes son humain. Donc, c'est pour ça. Et donc, juste, il a juste besoin de se frotter contre vous pour répandre son odeur. Là, c'est pas aussi simple, c'est pas aussi direct. Reproduction, les galagos, oui, je sais pas s'il y a un S à la fin ou pas, si vous le prononcez. Les machins atteignent leur maturité sexuelle vers 1 an. Les affrontements entre mâles pour la possession des femelles peuvent être très violents. Ça se tape dessus pour la baise, hein, dis donc. Ces bush babies construisent des nids dans les arbres creux pour mettre bas et abriter les petits pendant les 2 premières semaines. Les jumeaux et triplés sont beaucoup plus fréquents que chez les autres primates. Les nouveau-nés pèsent entre 50 et 70 grammes. Ah oui, ça va, c'est pas trop chiant. Finalement, tu t'en fais un porte-clés, quoi. Les jeunes se déplacent sur le dos de leur mère. D'accord. Ces primates possèdent une vue, une ouïe et un odorat très développés. En même temps, vu qu'ils marquent le territoire de la pisse, on imagine qu'ils doivent le sentir, quoi. Leurs grands yeux sont parfaitement adaptés à la vision nocturne. Ils sont omnivores, ils bouffent des fruits, des graines, de la sève, de la résine, du nectar, des bourgeons, des insectes, des reptiles, des oiseaux, des œufs, des fleurs, des escargots, des limaces, etc. Ça, on a déjà vu. C'est quoi qui les tue? Donc pareil hein, que tout à l'heure, les piafs, les génettes, je ne sais pas ce que c'est, et les serpents. Bon, c'est les petits, les génettes, ça doit être les fameux petits mammifères qui les bouffent, on en a parlé tout à l'heure. Les génettes. Ce sont... Oh c'est des félins. C'est un mammifère carnivore nocturne et discret. J'arrive pas à parler aujourd'hui. J'avais prévu que j'étais fatigué. Hein. Là, oui. Voilà, c'est ceci. Oui, l'image est mal coupée, vous inquiétez pas, c'est normal. Voilà. Donc, c'est ceci. Hop, comme ça, vous l'avez en grand. Voilà. Donc, c'est ce truc-là. Où est-ce que ça vit? On trouve le galago à queue touffue dans tous les types de forêts, savanes boisées, bois, forêts denses et sèches, ainsi qu'en montagne jusqu'à près de 4 km, 3500 mètres. Il fréquente aussi les jardins boisés en zone périurbaine. Donc voilà, il peut vivre finalement pas trop loin des nous, là, les hommes, mais globalement, il vit plutôt dans des zones avec des arbres fatalement. Hein. On dit qu'il est arboricole. Ce mammifère est plutôt abondant dans sa zone de répartition, avec une densité. On a vu que c'était globalement en Afrique, hein, je crois. Avec une densité possible de 125 animaux au kilomètre carré. Là, moi, comme ça me. Enfin, j'arrive pas à me le représenter, mais ok. Il est peu chassé par l'homme. Bonne nouvelle. La seule menace qui pèse sur le galago est la perte constante de son habitat. Qu'est-ce que je disais? Oui, c'est pas tellement la chasse. La chasse est un problème, mais c'est pas le problème principal, j'ai l'impression souvent. Donc voilà.
Réserve où l'animal a été observé par l'auteur, machin, d'accord. Interaction avec l'homme, apparemment, on sait pas trop. Bon, d'accord. Bon. Ah oui, et donc, il disait au début qu'il vit en... Je sais pas. Si. Merde, il y a deux Crassicodatus. Oh, fait chier. Le Galago Crassicodatus, il y en a deux. Alors, ici, il y a le Monterry et le Crassicodatus crassicodatus. Je ne sais pas trop duquel il est question. Il y en a un qui vit... Je ne sais pas ce que c'est ça. Voilà, quelque part. Et il y en a un qui vit en Afrique du Sud. Oui, Afrique du Sud et Afrique du Sud aussi. Thick-tailed. Et c'est pas celui-là. Donc, ouais, à mon avis, c'est le premier. Ça doit être Crassicodatus crassicodatus. Et donc, celui-là, il vit effectivement dans l'Afrique du Sud. Il y en a fait quelques-unes des espèces dans l'Afrique du Sud. Hein, ces temps-ci, elles viennent essentiellement de là-bas. Hein. Comme quoi, l'Afrique, c'est intéressant d'un point de vue diversité. On trouve facilement des trucs intéressants là-bas. Comportement, il est strictement nocturne, on l'a déjà vu. Ok. Là, j'ai pas fave le site. Faisons ça. Ça, on le retrouvera plus tard. Bon. Qu'est-ce qui manquerait? Parce que là, en fait, finalement, on a déjà plus ou moins fait le tour. Hein. Finalement. Ah oui, la communication vocale, c'est vrai. Alors, dis-moi, Isabelle. Mhm. Soit. Et ça m'aide pas beaucoup. Je ne trouve pas grand-chose. Oui, ça, j'ai compris. Ils frottent leur pisse dans leurs mains et puis après, c'est leurs pattes. D'accord, mais ça m'aide pas beaucoup, en fait. Hein. Ah, tout est en anglais, ça fait chier. Cri. Non, pas cri non plus. Euh... C'est pas trop. Vous avez l'idée de quoi taper ou? Parce que là, mon cerveau n'arrive plus à suivre, je suis trop crevé. Euh, Oui, communication c'est bien, mais il y a que des trucs en anglais qui sortent et j'ai l'impression que ça m'aide même pas beaucoup en plus. Je vais essayer de regarder. Hop là. Spranger. Ouf. Ah, et en plus, c'est de la pub pour un bouquin à 40 balles. Merde. Oh là là. Au secours. Bon. La communication chimique. Oui, non, moi, c'est plutôt le cri qui m'intéresse là. Apparemment, ils font des... Ah oui, des vocalises peut-être. Des vocalises un peu spéciales. Wild Solutions. D'accord. Ah ben voilà un beau dessin encore. Oh. Ah oui, mais ça c'est nickel pour moi ça. Ah effectivement, ça ressemble vite fait à un cri de bébé.
Donc ça, c'est pour la cohésion sociale, c'est juste ils discutent entre eux, quoi. Et ça, c'est quand il faut prévenir quelqu'un. Yap, yap. Bon. Been shown to go bon, ça gueule fort apparemment. Ah oui, ça fait des ultrasons. C'est vrai que s'ils avaient dit ça. Bon, évidemment là, c'est un mélange de d'anglais et de français, mais remarque, non, ça marche. Bush Babies. C'est encore un extrait d'un gros pavé, un gros livre, je pense. Ouais, toujours rien de très, mais on en vient de ce site-là, non? Les ultrasons du Tarsier Spectre. Non, ça. Je sais pas. Je ne trouve juste, pas. Voilà, je vais demander à au chat qui pète ce qu'il en pense. C'est son système de communication vocale unique. Il utilise une variété de vocalisations, y compris des cris, des sifflements, des tris, pour communiquer avec ses congénères et marquer son territoire. Alors ça, on a vu, qu'il y avait, tout un panel de cris pour communiquer son anxiété, pour communiquer un danger, pour socialiser, sensibiliser, je sais pas. Certains chercheurs ont même suggéré que les Galagos peuvent produire des sons ultrasoniques, inaudibles pour l'oreille humaine, ce qui leur permet de communiquer sur de longues distances et de détecter les proies potentielles. Bah, on va juste taper ultrasons alors. C'est en fait juste les vocalisations, c'est comme d'hab, c'est normal, mais les ultrasons, c'est ça qui les rendrait un peu spéciales selon ChatGPT. Bah, là, ça reparle de la flore intestinale, tiens, regardez. Les communautés de bactéries présentes dans les intestins, dans le système digestif de leur hôte, permettent l'absorption de nutriments, dont l'hôte a besoin. Donc voilà, dites merci à vos bactéries, elles vous permettent de bouffer de digérer plein de trucs. Sinon vous auriez la chiasse. Et la chiasse, c'est pas cool. Après ça parle de merde, donc je vais éviter de lire. Heu
Je sais pas, je trouve rien sur les ultrasons du truc. Ah, j'ai mal là. Bon, bah, oui, on a fait le tour, hein, je pense, à part pour les ultrasons, ça je trouve pas. La communication des prosimiens. Oh, au secours le pavé encore. Regardez-moi ça là. On m'avait promis des informations et je n'ai pas eu ce que je cherchais, c'est énorme. C'est au Galapagos. Ouais. Bon. Ah tiens. Oui, parce que du coup, si je regarde, il a tout remis en mode, d'accord. Bref, je regarde ma playlist et comment elle tourne parce que je comprends pas trop. Alors, oui, en fait, les gens ont l'air de surtout parler de leur capacité à communiquer par olfaction. Rappelez-vous la pisse dans les mains et puis sur les patounes arrière. Mais, ça a l'air d'être tout, hein. Les gens ont l'air de dire qu'il fait de l'ultrason, mais dans le détail, je trouve pas grand-chose dessus, quoi. Bon, prenez-le avec des pincettes. Moi, je pense que oui, il doit faire des ultrasons, mais bon, après, concernant l'utilisation de ces ultrasons, j'en sais rien. Voilà. Donc voilà. Donc c'est un primate arboricole, qui fonctionne de façon un peu bizarre par rapport à la famille. C'est-à-dire qu'il jette les mâles, enfin, il jette les mâles, c'est pas ça non plus qui était écrit, mais il y a la vie de famille s'installe plus avec les femelles qu'avec les mâles, quoi. Les mâles sont plus écartés. Chacun fait sa vie, trouve sa bouffe comme il veut, mais ils vivent ensemble quand même dans leur nid. Donc voilà. Donc oui, on est quand même plutôt sur une espèce un peu sympa. Et elle est pas aussi intéressante que ce que ChatGPT voulait me faire croire, mais elle fait quand même des trucs sympas, des ultrasons, et elle fait des, n'est-ce pas? Voilà, elle fait des ultrasons et elle fait des, disons qu'elle galère un peu à savoir comment on se lave les mains, quoi. Elle a compris le concept de base, mais c'est pas encore ça. Donc voilà, c'est ça, c'est tout. Les vocalises, c'est vrai qu'il a quand même un registre vocal, pour communiquer avec ses congénères qui est assez développé, assez varié. Voilà. En Afrique du Sud, heu, encore pas trop dans la merde, point de vue conservation, mais ça va pas tarder, hein. Voilà, voilà. Bah, c'est plutôt bien. Bon, moi, je suis éclaté, je vais vous laisser là. Voilà. Je suis content, j'ai l'impression que mon son était quand même vachement mieux, aujourd'hui. Donc tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et puis voilà, je stream probablement de nouveau demain, sinon après-demain. Je vous ai dit, comme d'habitude, c'est souvent, tous les 2 jours. Et puis voilà, quoi. J'ai l'impression que j'ai ma caméra qui bug.
Remarque, je vais vous laisser, donc c'est pas super grave, mais c'est un peu chiant quand même vite fait. Hop et ben voilà. Voilà, ça rame toujours, mais moins. Bon et bien donc voilà, je vais vous laisser. Si vous voulez voir les autres espèces, dont je parle, elles sont enfin les VOD sont sur ma chaîne YouTube. Sinon, les épisodes qui sont encore qui datent de moins d'une semaine sont toujours dans ma collection «À la rencontre de l'étrange» sur Twitch. Voilà, si vous voulez, voir ce que je fais sur d'autres pics, donc les pixel art que je vous ai montré au début, les trucs animés, tout ça, c'est là que ça se passe. Je poste aussi certains de ces trucs-là sur Instagram, mais seulement une partie parce que j'ai pas la possibilité de tout poster et puis voilà, heu, ce sera tout. Voilà, ciao.